Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre attention au sommaire de cette édition. Et c'est parti pour la 4e édition du Festival international d'histoire d'Anéhor, FIHA, un rendez-vous devenu incontournable pour la valorisation du patrimoine culturel togolais et africain. Le coup d'envoi a été donné hier à Anéhor dans la préfecture des Lacs. À l'heure où les réseaux sociaux captent l'attention des jeunes, la télévision reste un repère fiable. Comment continue-t-elle de s'imposer face à l'immédiateté du digital? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de la télévision. Les réponses dans cette édition. Et puis, les dirigeants des grandes puissances se réunissent pour le premier sommet du G20 organisé en Afrique du 22 au 23 novembre. Un moment stratégique pour l'Afrique du Sud, malgré le boycott des États-Unis à un contexte politique et économique tendu. Voilà pour les grandes lignes de cette édition. Bienvenue à tous. Dans la ville historique d'Anéhor, entre lac et océan, s'est ouverte hier, jeudi 20 novembre 2025, la 4e édition du Festival international d'histoire d'Anéhor, FIHA. Autorités, diplomates et acteurs du monde culturel ont pris part à une cérémonie d'ouverture riche en couleurs, donnant le ton d'un rendez-vous placé sous le signe de la mémoire, du partage et de la valorisation du patrimoine culturel togolais et africain. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Barouk Dadou. Là où le lac Togo vient toucher l'océan Atlantique, les eaux semblaient offrir leur propre salut à l'histoire. C'est dans ce décor que s'est ouverte ce jeudi 20 novembre 2025 la 4e édition du Festival international d'histoire d'Anéhor, réunissant autour de cette scène naturelle autorités gouvernementales, municipales, diplomatiques et responsables d'organismes nationaux et internationaux. Représentant le gouvernement togolais, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a donné le ton pour cette édition. Je tiens également à réaffirmer la disponibilité du gouvernement togolais, en particulier du ministère de la Culture et du Tourisme, à accompagner pleinement le FIHA afin d'en faire un événement phare dans notre pays, un rendez-vous annuel de portée nationale et internationale. Sur ces mots, je déclare ouverte l'édition 2025 du Festival international d'histoire d'Anéhor, placé sous le signe des diversités. Alexis Sakere-Bourou, maire de la commune Lac 1, n'a pas hésité de livrer un accueil chaleureux aux participants. La mairie d'Anéhor ne connaît pas de frontières. Ces vagues viennent de loin puis repartent vers le monde. De même, notre histoire ne se referme jamais. Elle s'enrichit à chaque rencontre, à chaque transmission, à chaque festival. Je vous invite donc avec ferveur et espérance à vivre ce FIHA et que la diversité soit notre boussole, que la mémoire soit notre encre et que l'hospitalité d'Anéhor continue d'être la plus belle des invitations. La 4e édition du FIHA reçoit l'Égypte comme pays invité d'honneur et Bassar comme ville associée. Pour l'ambassadeur d'Égypte au Togo, c'était l'occasion de faire une annonce qui renforce le lien culturel entre son pays et le Togo. Un courrier de notre ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités est en cours de finalisation et sera remis très prochainement à son Excellence le ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts. L'Office égyptien du tourisme prépare actuellement une réplique fidèle de sarcophage du roi Toutankhamon pour l'envoyant au pavillon égyptien à Nyon. La date d'arrivée de cette pièce emblématique sera annoncée très prochainement. Le maire de la commune Bassa 1, Olivier Mouni, a rappelé la riche diversité culturelle de sa communauté. Une ouverture remplie de rire, d'énergie et de couleurs qui annonce une édition riche en rencontres, en découvertes et en temps forts grâce à un programme particulièrement dense. Avec l'Égypte comme pays invité d'honneur et Bassar aux côtés d'Anéhor, le FIHA se poursuit jusqu'au dimanche 23 novembre prochain et promet de mettre en lumière la diversité des héritages culturels. Je vous l'annonçais tantôt dans les titres. Dès demain, les dirigeants des grandes économies mondiales se réunissent à Johannesburg pour le tout premier sommet du G20 organisé en Afrique. Un rendez-vous stratégique pour l'Afrique du Sud qui cherche à concilier son appartenance aux BRICS et son partenariat avec les démocraties occidentales tout en plaidant pour l'allègement de la dette des pays en développement et la réduction des inégalités.
Mais la rencontre est assombrie par le boycott des États-Unis. Washington justifie son absence par de prétendues persécutions d'agriculteurs blancs africains, des accusations rejetées par Pretoria. Malgré ces défis internes, corruption, criminalité, chômage, l'Afrique du Sud voit dans ce G20 une occasion de se reconnecter au monde. Environ 860 000 électeurs bissau-guinéens se rendront aux urnes ce dimanche 23 novembre 2025 pour l'élection de leur président et de leurs députés. Parmi les 12 candidats à la présidentielle, le président sortant, Umaro Sissoko Embalo, est favori pour un second mandat. Ce scrutin permettra aux électeurs d'exprimer leurs aspirations et de façonner leur avenir face aux défis du pays. Notons que le principal opposant, Domingos Simoes Pereira, n'a pas été autorisé à se présenter selon la liste provisoire publiée par la Cour suprême. Écoutons le porte-parole de la Cour suprême. Les partis politiques signataires de la coalition Paitera Ranka n'ont déposé leur dossier au secrétariat général de la Cour suprême que le vendredi 19 septembre, à peine 3 jours ouvrés avant la date de clôture des dossiers, c'est-à-dire le 22, 23 et 25 septembre, date limite de dépôt des candidatures comme stipulé dans le chronogramme de la Commission nationale des élections. À l'ère du digital où les réseaux sociaux captent en un instant l'attention des jeunes, la télévision reste au centre des défis. À l'occasion de la Journée mondiale de la télévision célébrée ce 21 novembre, ce constat prend tout son sens. Comment le petit écran peut-il rester pertinent face à l'essor des réseaux sociaux? Élément de réponse dans ce dossier signé Elpidio Ariafor. À l'occasion de la Journée mondiale de la télévision, une question stratégique s'impose. Le petit écran maintient-il son ascendant face à l'hégémonie des plateformes sociales sur les habitudes des jeunes générations? Mais que révèle réellement ce basculement vers le digital dans la manière dont les jeunes consomment l'information et accordent leur confiance aux médias? Je pense que ça tient en une phrase, c'est parce que les contenus numériques n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de code, ils n'ont pas de règles à respecter pour pouvoir plaire aux gens. Alors que la télévision traditionnelle doit obligatoirement passer par de la déontologie, une certaine qualité qui est soumise au public. Et à partir de ce constat-là, on n'est pas forcément obligé de faire des grandes études pour pouvoir être créateur de contenu. Alors que par rapport à la télévision, on sait qu'il faut faire une école de journalisme, il faut respecter tout ce qui est règles en cours pour pouvoir être considéré comme journaliste aussi. Si les réseaux sociaux séduisent par leur souplesse formelle et leur spontanéité non filtrée, la télévision, elle, s'appuie sur un socle de règles déontologiques, d'éthique professionnelle et de rigueur éditoriale. Ces piliers demeurent des facteurs de confiance cruciaux pour une large frange du public. Selon les spécialistes des usages, malgré la tectonique numérique, le média historique conserve son statut de repère central et stabilisateur. La télévision conserve toujours une place centrale dans l'écosystème médiatique de nos États. On a pu remarquer qu'elle fut longtemps le média dominant, unique et hégémonique même, je dirais, qui organisait des rythmes sociaux, culturels, politiques et autres. Et elle se servait du principal vecteur d'information et de divertissement. Aujourd'hui, avec l'avènement du numérique et d'Internet, cette position dominante-là s'est considérablement transformée. La télévision n'est plus seule. Dans tout écosystème médiatique désormais atomisé, la télévision se doit d'opérer une réinvention stratégique. L'enjeu n'est pas l'imitation servile des codes digitaux, mais une adaptation intelligente de son narratif, de ses formats et de sa relation contractuelle avec les téléspectateurs. Pour certains professionnels aguerris, le petit écran demeure le sanctuaire de la vérification et le vecteur du sens profond. Alors, les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui le cœur battant de l'information. C'est rapide, c'est pulsionnel. La télévision en est le cerveau. Elle ralentit, vérifie et donne du sens. Son influence a changé, ça c'est vrai, mais elle reste cruciale comme pôle de crédibilité dans le bruit numérique. Il faut dire qu'il faut tout simplement se réinventer. Il faut passer du téléspectateur à l'utilisateur. Concrètement, il faut adapter le fond et la forme. Un ton plus direct, des formats plus courts pour les mobiles et un journaliste d'explication qui répond à une question simple.
Pourquoi cette information me concerne? L'objectif, c'est d'être une marque de confiance qui sait parler le nouveau langage des écrans. En termes simples, il faut arrêter de faire de la télévision pour les réseaux et commencer à faire de la télévision avec les réseaux, être partout avec la même exigence de fiabilité. Entre l'immédiateté pulsionnelle du digital et la crédibilité institutionnelle de la télévision, l'impératif est désormais d'orchestrer une cohabitation synergique. Une certitude s'impose. Loin d'être moribonde, la télévision est en pleine redéfinition de sa pertinence. Car au fond, le véritable enjeu n'est plus de savoir quel média remportera la bataille, mais comment chacun trouvera sa place dans un écosystème où l'attention est devenue la ressource la plus rare et la confiance le capital le plus précieux. Le premier forum d'affaires Côte d'Ivoire-Gabon, le FASIGA, a pris fin hier à Libreville. Pendant 2 jours, près de 700 décideurs se sont réunis pour dynamiser la coopération sud-sud. L'enjeu est de taille. Le potentiel commercial, malgré 400 millions de dollars d'échanges, est jugé largement sous-exploité. Les discussions se sont concentrées sur des secteurs porteurs tels que l'agriculture, les énergies renouvelables et le numérique. L'objectif du forum était de dépasser les intentions. Le FASIGA ambitionne ainsi d'être le tremplin d'une nouvelle ère économique bilatérale. Nous poursuivons cette édition. Après avoir annoncé une sécurité renforcée au niveau de sa frontière nord le 13 novembre 2025, en raison du flux migratoire important observé le long de celle-ci, nous apprenons par les autorités ivoiriennes que plusieurs dizaines de milliers de demandeurs d'asile burkinabés et maliens viennent d'obtenir le statut de réfugiés. Cette information publiée il y a quelques heures est confirmée par le comptoir du Haut Commissariat aux réfugiés en place dans la région. Au Togo, à l'université de Lomé, les étudiants se sont penchés ce jeudi 20 novembre sur un outil devenu incontournable, les réseaux sociaux. Une conférence débat initiée par l'IBACED autour du thème « Les réseaux sociaux, un levier de promotion et de valorisation de l'entrepreneuriat au Togo » a conquis l'attention des jeunes. Compte rendu, Prosper Agbokou. Une conférence débat a réuni les étudiants de l'Université de Lomé le jeudi 20 novembre 2025 sur l'importance des réseaux sociaux dans l'entrepreneuriat, organisée par l'IBACID autour du thème « Les réseaux sociaux, un levier de promotion et de valorisation de l'entrepreneuriat au Togo ». Elle est animée par des hommes d'affaires utilisateurs des réseaux sociaux. À travers cette activité, il est question de sensibiliser les influenceurs, les créateurs de contenu, les entrepreneurs, à mieux faire usage de ces canaux-là qui sont à leur disposition actuellement. Oui, cette activité, on a essayé de mélanger les profils. On a d'un côté les entrepreneurs, d'un côté on a également les experts en influence et en communication digitale, des stratèges en communication, un mix pour pouvoir donner l'essentiel à ces différents acteurs-là ou apprenants-là pour pouvoir développer au mieux leurs différentes activités. Ainsi, des thématiques sur la création des contenus, des stratégies en communication digitale et autres ont meublé les expériences partagées par ces spécialistes utilisateurs des réseaux sociaux avec les jeunes. Le projet IBACID consiste à booster les esprits sur la capacité à promouvoir les connaissances dans divers domaines. Le projet IBACID, c'est un projet qui vise à investir dans les jeunes entreprises, surtout auprès des jeunes et des femmes. Et il a plusieurs composants, bien plusieurs volets. On a le volet que nous pilotons qui s'appelle influpreneur, dérivé de 2 mots, influence et entrepreneur. Donc, des entrepreneurs capables d'influencer véritablement leur communauté ou d'influencer leur pays. Et à côté, il y a d'autres différentes catégories de projets également dédiés au SAE et bien d'autres projets. La conférence avec les influpreneurs est une vraie source de motivation pour la jeunesse qui doit aller au rythme du monde actuel. Nous poursuivons cette édition. Parlons des jeunes. Faire émerger des idées concrètes en renforçant les réseaux de jeunes leaders bâtisseurs de demain. Telle est l'initiative du Young Digital
Global Leaders Network en organisant du 20 au 22 novembre à Accra une énième édition Sommet des jeunes leaders africains sous le thème L'Afrique que nous voulons en 2040. L'événement réunit de jeunes talents africains engagés autour des enjeux de gouvernance, d'entrepreneuriat, de durabilité et d'innovation. Parlons sport à présent. D'un montant d'environ 10 millions de livres par an, le partenariat entre Arsenal FC et Visite au Rwanda a pris fin. Selon le Rwanda Development Board, ce partenariat a eu un impact touristique important. Plus de 1,3 million de visiteurs pour 600 millions de dollars américains qui traduit 47% d'augmentation de recettes liées au secteur du tourisme. D'autre part, ce partenariat a été critiqué par le groupe de supporters d'Arsenal FC avec le slogan Gunners for Peace en raison de la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Pas santé de cette édition, les boissons énergisantes rencontrent un succès important, surtout chez les jeunes. C'est un phénomène de consommation majeur, mais ce succès masque de réels risques pour la santé et les autorités sanitaires lancent des alertes répétées. Ces produits très concentrés en caféine et en sucre inquiètent les médecins. Ils peuvent en effet provoquer des troubles cardiovasculaires et perturber le sommeil. Le problème est que la majorité des jeunes consommateurs ignorent ces dangers. Et face à cette tendance, il est essentiel de mieux comprendre les enjeux. Les précisions du Dr Mohamed Karimou, naturophytothérapeute, au micro de Bamadiri. Quand on prend beaucoup trop de ces boissons énergisantes, ça peut occasionner l'hypertension artérielle. Dans chaque canette, vous allez trouver à peu près jusqu'à 9 morceaux de sucre. Vous voyez en train de boire une collation que vous-même vous avez faite et vous ajoutez 9 morceaux de sucre et vous allez le prendre en un seul coup. Ça va fatiguer les cellules du pancréas qu'on appelle les cellules bêta qui sécrètent de l'insuline. Ils finiront par lâcher. Elles vont s'endormir et puis là, vous voyez, le diabète va s'installer, l'hypertension. Et vous savez, l'hypertension, ce que ça peut donner plus tard. Ça peut donner les infarctus, ça peut donner aussi les AVC. Et c'est sur cette sensibilisation que se referme cette édition. Merci de votre attention. Très bonne suite de nos programmes.